un herse. C'est de là qui vient le mot harcèlement. C'est un objet qui laboure la terre, qui casse les grandes mottes et qui, petit à petit, il va aller de plus en plus à l'intérieur, vous voyez, de la terre avec ses grands. Donc, la définition la plus générale que j'ai pu trouver qui permet, vous voyez, de donner un sens à tous les différents types d'harcèlement, c'est un enchaînement d'agissements hostiles. Mais ce qui a vraiment une intention de détruire, d'affaiblir l'autre, ce qui a un bourreau fort et une victime qui est faible, ou une interaction dévastatrice, toujours dévastatrice pour la victime et pour le bourreau, et puis dévastatrice aussi. Donc évidemment, on ne peut pas parler de harcèlement sans parler de Marie-France Irigoyen. Elle a écrit les premiers livres, et ces livres ont donné lieu aussi à des lois, une loi de 2003. Alors ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'elle dit très très vite, est toute conduite abusive qui se manifeste. Mais vous voyez, ça se manifeste par des comportements, par des paroles, par des gestes, des actes, des écrits. Donc ça se manifeste de manière très variée et ça peut être plus ou moins. Et comme je vous dis, vous aurez accès à tous les PowerPoint. Donc vous voyez, en 2003, il y a une loi qui s'est faite en France, mais cette loi ne touche que les salariés en privé. Et en 2005, on décide de faire passer ça aussi à la fonction publique. Et dans la loi, on dit que ce sont des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Alors ceci me semblait vraiment important, vous voyez, parce que dans la loi, on a décidé de ne pas mettre qu'ils ont pour objet de dégrader le travail ou pour objet de faire du mal à quelqu'un. Parce que si vous dites que l'harcèlement, ce n'est qu'un dire pour objet, au niveau légal, il faut encore pouvoir prouver que la personne c'était son objectif, ce qui rend les choses difficiles, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous verrez que dans énormément, une grande majorité des problématiques de harcèlement, il n'y a pas une envie de ce que la victime dépérisse, comme ça va arriver au bout de tout. Alors, on va parler d'harcèlement moral, un petit peu d'harcèlement sexuel, ça sera presque à partir de vos questions, parce que comme je vous dis, on n'a pas pu parler de tout. Mais l'idée, c'est qu'on va partir de l'agissement d'un harceleur, peut-être vis-à-vis un peu d'un groupe ou vis-à-vis d'une personne, parce qu'il y a aussi, et donc on va en parler dans la maison, auprès d'une famille, auprès d'un couple, c'est aussi à l'école et c'est aussi dans les entreprises. Mais aussi, vous voyez, l'harcèlement peut devenir de plus en plus important jusqu'à ce qu'il y a ce qu'on appelle le mobbing, le gaslighting, le stalking, le gang stalking et le cybermobbing. Quand j'étais en train de lire ça depuis 2 mois que je prépare la conférence, je me disais, mais c'est incroyable, on vous parle des rumeurs, du usurpation de l'identité, de la surveillance, du mimétisme, etc. Et pas seulement de la part d'un groupe, d'un petit groupe, mais ça peut être un grand groupe politique ou un grand groupe religieux. Je me suis dit, mais on est en plein roman de Tom Clancy, c'est pas possible. Là, vraiment, c'est inouï. Je me dis, mais où est-ce que ça existe? Mais ça ressemble à quoi? Et c'est récemment que j'ai vu sur TED une conférence magnifique d'une femme qui est Manal Al-Sharif. Et je vous assure que c'est fabuleux de voir avec quelle force elle se bat. Manal Al-Sharif est une femme yéménite. Et c'est une femme qui a, comme beaucoup d'autres femmes avant elle, essayé de conduire au Yémen. Ce qui se passe, c'est que Manal Al-Sharif est une femme très intéressante et très intelligente parce que toutes les autres femmes qui conduisaient au Yémen étaient déclassées et passaient par la diffamation. C'est-à-dire que l'État disait, cette femme a dit qu'elle a conduit, mais c'est faux. C'est une hystérique, c'est une mythomane, c'est pas vrai. Et Manal Al-Sharif, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est filmée et elle a mis sur YouTube le fait qu'elle était en train de conduire. Là, il ne pouvait plus dire qu'elle conduisait pas, évidemment. Et vous voyez, il y a un aspect dans cette histoire, indépendamment du fait que j'adore vous présenter des gens que j'admire et qui changent vraiment la dynamique des interactions, c'est que
Manal al-Sharif, elle explique qu'au Yémen, et écoutez ça parce que c'est très très emblématique des situations d'harcèlement, c'est qu'au Yémen, il n'y a aucune loi qui interdit les femmes de conduire. Aucune. Mais il y a une pression et il y a une police religieuse qui veille. Mais ceci dit, malgré qu'il y a une police qui veille, on ne peut rien faire à une femme qui conduit. On l'arrête, bien sûr, mais son avocat, après 3 jours, 4 jours, 5 jours, il le fait sortir, puisqu'il n'y a aucune loi qui interdit ce qu'elle a fait. Mais à partir de là, tous les agissements, puisqu'on ne peut pas utiliser la loi, vont aller dans le sens de construire véritablement un harcèlement épouvantable. Elle est harcelée en tant que personne. Son frère, qui lui a donné les clés de sa voiture, a dû même quitter le Yémen avec sa famille, tellement c'était épouvantable ce qu'il vivait, etc., etc. Donc, je vous ai mis les liens, vous pourrez l'avoir, vous pourrez l'écouter, c'est en français. Alors, je voulais passer à la compréhension biopsychosociale du phénomène. Et c'est vraiment intéressant parce que je me suis dit, tiens, est-ce que dans le monde des mammifères, autres que l'homme, est-ce que ça existe, ce phénomène? Et évidemment, oui. Déjà, je vous ai montré un petit moustique qui attaque. Et en fait, le premier, ce sont des petits animaux qui font fuir un gros prédateur. Moi, en tout cas, celles qui réussissent à tous les coups, c'est les guêpes. J'ai horreur, là. Ils sont autour de votre assiette, vous n'arrivez même pas à manger, etc. Donc, les gros prédateurs que je suis va fuir parce qu'ils ne veulent plus supporter. Et ainsi, il y a beaucoup, beaucoup d'animaux. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on vous dit, c'est très intéressant, et je ne suis pas d'accord, que ce sont les petits animaux qui harcèlent les grands. Sauf chez l'homme, où c'est les grands animaux costauds, forts sur deux, qui harcèlent les petits. Peut-être, peut-être pas. Un autre groupe que j'ai trouvé, et ça je l'ai trouvé par rapport à mes voyages, donc je suis allée une fois au Galapagos, où il y a des animaux qui compensent des incapacités en harcelant les autres. Ah, peut-être ça aussi, ça fonctionne chez l'homme. En fait, vous avez là une frégate. La frégate, c'est un des oiseaux qui est le plus rapide au vol, qui peut monter le plus haut et qui est extrêmement agile quand il vole. Malheureusement, il est un piètre pêcheur. Donc, il ne peut pas avoir du poisson, oui. Du poisson, il ne peut pas l'avoir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Le petit Kenapan. Il attend les oiseaux bobos, les oiseaux qui ont les petits pattes bleus, qui sont des magnifiques pêcheurs. Ils vont dans l'eau, ils plongent même quelques mètres et vont chercher un poisson. Et aussitôt qu'il sort et qu'il vole, la frégate poursuit l'oiseau qui a avalé les poissons jusqu'à l'amener à la hauteur. L'oiseau est effrayé et il tombe malade à cause de l'altitude et il n'arrive presque pas à voler. Il vomit les poissons que la frégate attrape. Et hop, c'est comme ça qu'il a. Il y a les chasses, je l'ai vu, ils sont de terribles harceleurs. Vous devriez voir ces pauvres petits oiseaux dodo, comme ils sont malheureux. Puis, il y a l'aspect psycho. C'est moi un peu pas très très bien. Vous savez, un psycho, on dit toujours que comment il s'appelle cet objet que c'est? Les Gollum. Gollum. Gentil. Il est gentil. Et donc, vous voyez, on va vous dire, quand vous lisez la littérature, que les harceleurs, ce sont des personnes qui sont paranoïaques, ou des personnes qui sont borderline, ou des personnes qui sont pervers. Mais je trouve que parfois, c'est très compliqué, parce que si on vous dit que votre patron est un pervers paranoïaque, qu'est-ce qu'on fait avec un pervers paranoïaque? En tout cas, je ne sais pas ce que je dois faire avec un pervers paranoïaque. Mais par contre, si on vous dit que cette personne, elle a peur, elle est dans la dépendance, elle est en colère, peut-être on peut trouver un peu des pistes et quoi faire avec quelqu'un qui a très peur, qui est complètement dépendant et qui en même temps est très fort en colère. Et puis, il y a l'aspect psychosocial. Dans l'aspect psychosocial, et ce qui est très très clair et très précis, c'est que le stress est contagieux. Et vous allez voir que le stress joue un rôle très important dans tout ce qui est harcèlement. Extrêmement important.
Alors, je voulais utiliser une métaphore. Vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath? Quelqu'un ne s'en souvient pas? En fait, il y a deux pays qui s'affrontent. Et dans un des pays, il y a Goliath qui sort et qui dit quiconque de votre armée pourra m'affronter et gagnera, notre peuple se soumettra à votre volonté. Alors à ce moment-là, vu la taille du colosse, quoi, il fait plus de 2 mètres, et c'est un immense guerrier, assez brut quand même. Déjà il est guerrier, mais celui-là il fait vraiment brut quand même. Et à ce moment-là, tous les autres le regardent et il n'y en a aucun qui veut sortir des rangs pour aller le combattre. Et chaque jour, en fait, ce guerrier arrive et se met au sommet de la colline, quoi, et il défie toute l'armée qui est en face de lui. Et personne ne bouge. Jusqu'au jour où il y a David qui est, je crois, berger de son état. Et il arrive pour remettre en fait des vivres à ses frères. Et il voit ce colosse-là qui commence à défier tout le monde. Et lui, il se dit, mais personne ne va le défier, personne ne va rien faire. Et là, tout le monde a peur, mais lui, il dit qu'il est en train de défier le peuple et son pays, quoi. C'est au-delà de sa personne, quoi, en quelque sorte. Et le roi, en fait, entend son discours et il lui dit, mais t'as vu comment tu es, toi? Tu voudrais aller le combattre? Il dit, ouais, moi, je peux y aller, quoi. Alors, dans le texte, il dit que lui, il est défendu par Dieu. Mais en fait, il y a une autre stratégie qu'on vous expliquera. Et il avait deux. Il avait un backup. Si Dieu ce jour-là n'était pas là. Et du coup, il arrive comme ça, quasiment à main nue, quoi, sans armure. On veut lui donner justement une armure. Et qu'est-ce qui se passe? Il se dit, mais je ne vais jamais pouvoir bouger avec un truc pareil, quoi. Ça fait plus de 35 kilos. Lui, il est tout frêle. Il dit, non, j'y vais comme ça, quoi. Et Goliath le voit arriver, et puis il le regarde, et il dit, mais c'est toi qu'on envoie? Cette espèce de petit moustique, quoi, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Et l'autre, il le regarde, il le défie. Il lui dit, oui, c'est moi qu'on envoie, et c'est moi qui vais te tuer, quoi. Le grand, là, comme ça, il rigole, quoi, il se moque de lui, même. Et à ce moment-là, c'est là où David sort sa fronde, et il lui tire, en fait, une pierre qui va l'assommer, et qui va le faire tomber à terre. Et une fois qu'il sera à terre, c'est là où il va pouvoir le tuer, en fait. Et c'est comme ça qu'il libère tout son peuple. Et toute l'armée ennemie, du coup, est partie et est rentrée chez elle. Et voilà. L'histoire se finit comme ça. Maintenant, on a une relecture un petit peu de cette histoire, moins biblique, on va dire. Voilà. Alors, la première question, est-ce que Goliath est vraiment plus fort que David? Quoi et comment? La deuxième, comment a fait David pour ne pas s'être écrasé par Goliath? Et vous voyez, la première idée, c'est que quand on voit Goliath, il est très grand, très fort, très costaud, etc. Mais il a des armes, d'ailleurs, c'est une métaphore pour la modernité et les anciens temps. Il a des armes qui sont anciennes. Il a des armes qui sont lourdes. Il a des armes où il a besoin d'une distance pour pouvoir taper. Il est très, très lourd. En plus, on considère qu'aujourd'hui, par des études qu'on a faites, c'est qu'il avait un problème génétique qui a fait qu'il devenait très grand. Et dans ce type de problématique, il y a des problèmes des joints, il y a des problèmes très importants des yeux, donc on ne voit pas clairement, donc on ne peut pas viser facilement. Et puis, David, il a une arme qui est redoutable. Avec une arme comme ça, vous pouvez tuer un lion sans problème. C'est une arme qui a une vitesse telle quand la pierre touche, qui est de la vitesse d'une balle. Donc en fait, David a décidé de ne pas prendre une armure et considérer quelque chose qui est en plus pour pouvoir être plus rapide. Donc, est-ce que David avait plus d'astuces, de force intérieure, d'aplomb, une arme plus puissante, où il a su capter, vous voyez, les handicaps de Goliath? Je vous invite vraiment à lire les livres David et Goliath de Malcolm Gladwell, parce que tous les longs, vous voyez, petite histoire de David et Goliath, mais le reste du livre, il va vous parler de tas de problématiques comme la dyslexie, qui deviennent des atouts majeurs dans certaines circonstances. C'est la première fois que j'étais ravie d'être dyslexique.
C'est vraiment merveilleux de lire ça. Mais il parle effectivement de beaucoup de circonstances de vie, vous voyez, qui semblent être des handicaps et qui peuvent être utilisés comme des forces. Et vous verrez que ça aussi, ça va être une métaphore qui va nous porter pour pouvoir mieux comprendre la problématique.